L'info du jour s'arrête donc sur cette nouvelle étape de franchie dans l'annexion de la Cisjordanie. Par une série de nouvelles mesures techniques, le gouvernement israélien a donc annoncé ce week-end simplifier l'acquisition de terres palestiniennes par les juifs israéliens. Il élargit aussi les possibilités d'intervention de l'administration dans les zones sous contrôle palestinien. Le changement pourrait constituer un tournant majeur. Il témoigne en tout cas de l'efficacité de la machine bureaucratique de la colonisation depuis que Bezalel Smotrich en a pris la responsabilité. On va décrypter évidemment cette séquence et puis les enjeux pour la suite avec notre invité Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président d'honneur de l'IREMO, professeur émérite des universités, auteur par ailleurs d'un dernier ouvrage qui vient de sortir, Oublier ou punir, justice pénale internationale et politique. Un mot déjà peut-être de ce que vous inspire cette dernière annonce du gouvernement israélien, nouvelle mesure décrétée de façon unilatérale, pas vraiment surprenante selon vous? Il y a deux choses. Je ne suis pas surpris par cette évolution, parce que c'était évidemment déjà dans les cartons depuis longtemps, c'était même annoncé. Et puis par ailleurs, je suis non pas davantage surpris par la mollesse, la faiblesse des réactions, en particulier la réaction de l'Union européenne qui voit simplement un mauvais pas, un pas dans la mauvaise direction, quelque chose comme ça, enfin une réaction d'une grande mollesse finalement, alors qu'il se passe chose de très grave pour la région et puis à terme pour Israël aussi, parce qu'on va droit vers quelque chose, on y est déjà en partie, vers un système finalement de discrimination systématique. On y est déjà, bien entendu, mais on va l'institutionnaliser. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans un système qu'il faudra qualifier, que ça plaise ou non, puisqu'on parle de discrimination, d'apartheid. C'est-à-dire qu'on aura vraiment des comment on les appelait, sous-citoyens par rapport à une puissance occupante, dominante, qui fait ce qu'elle veut. Car ce qui vient de se passer là, ça accentue ce qui existait déjà, mais on a franchi encore une étape, c'est-à-dire l'achat de terres ou de maisons qui étaient interdites, mais interdites depuis très longtemps. C'était vraiment un des points dont on discutait depuis longtemps. Les règles ont été écrites avant 1967, ça veut dire qu'on remonte à très longtemps. Oui, mais au-delà de ça, il y a un élément très concret dont il ne faut pas oublier, c'est que vous avez Alors aujourd'hui, quand on parle de droit international, il faut être attentif parce qu'il est en train de disparaître, mais justement, il faut le défendre. Et dans les conventions de Genève, il y a un principe très simple, qui est que la législation du pays occupé ne peut pas être, sur le fond, modifiée par la puissance occupante. C'est fondamental comme idée, ça. Et évidemment, ces législations ont été grignotées, ces législations du pays occupé ont été grignotées depuis des années. Et là, on franchit encore une étape dans ce qui est plus qu'un grignotage. Là, carrément, on la remet en question. Donc, on est vraiment là dans une forme d'annexion, c'est dit évidemment un peu partout, mais il faut le répéter, d'une action de facto déjurée quelque part. C'est-à-dire par le droit, on annexe de fait le pays, à la fois sur le plan foncier, il y a des possibilités maintenant qui sont ouvertes. Il y a aussi la remise en question, vous l'évoquiez brièvement, des accords d'Oslo qui sont évidemment moribonds, mais il reste ces fameuses zones ABC. En principe, dans les zones A et aussi dans les zones B, Israël n'a pas les pouvoirs d'intervenir. Or, ces nouvelles dispositions ont permis de le faire. Il le faisait déjà. Donc, vous voyez, on est dans une accélération d'un processus qui est en fait effectivement une annexion des jurés de facto. Je dirais des jurés, le moyen par le droit de réaliser une annexion de fait, quoi. On va regarder peut-être de nouveau ce qui a été annoncé et puis écrit aussi sur le papier. Ce week-end, le cabinet de sécurité israélien donc, a approuvé dimanche cette série de règles pour renforcer le contrôle sur la région, notamment donc, ces zones administrées par l'autorité palestinienne qu'on évoquait à l'instant. Une décision qui fait craindre une annexion de la Cisjordanie où vivent, rappelons-le, quelques 3 millions de Palestiniens aux côtés de plus de 500 000 Israéliens installés dans des colonies illégales au regard du droit international. Les précisions en images de Noémie Roche. Dans ce village palestinien situé près de Ramallah, Israël pourrait bientôt renforcer sa mainmise. C'est ce que permet une série de mesures approuvées dimanche par le cabinet de sécurité israélien. L'objectif, revendiqué par les ministères des Finances et de la Défense, modifier fondamentalement la réalité juridique et civile en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967. Pour cela, des réglementations qui interdisaient la vente de terres aux non-palestiniens doivent être supprimées. Une décision illégale au regard du droit international, dénoncée par l'autorité palestinienne.
Israël n'a aucune souveraineté sur le territoire palestinien. Par conséquent, toutes ces décisions sont nulles et non avenues. Nous appelons donc la communauté internationale, et notamment le président des États-Unis, Donald Trump, à imposer des sanctions à Israël et à mettre un terme à ses agissements dans le territoire palestinien occupé, en particulier à l'annexion. Une volonté d'annexion assumée par la figure d'extrême droite Bezalel Smotrich, lui-même colon. Nous approfondissons nos racines dans toutes les régions de la terre d'Israël et enterrons l'idée d'un État palestinien. Avec ce texte, certains sites religieux situés dans des zones placées sous le contrôle de l'autorité palestinienne pourront aussi désormais être administrés par Israël. C'est le cas notamment du tombeau des patriarches situé à Hébron, où les colons israéliens pourront également obtenir plus facilement des permis de construire. Cette atteinte de plus aux accords d'Oslo signés en 1995 indigne le gouverneur de la ville, dans laquelle les Palestiniens subissent quotidiennement les attaques de colons et de l'armée israélienne. Une action internationale s'impose. L'UNESCO, qui a inscrit le tombeau des patriarches et la vieille ville sur la liste du patrimoine mondial comme relevant exclusivement de la Palestine, doit jouer son rôle. Le monde hésite toujours à qualifier de terrorisme les actions des colons qui commettent toutes sortes d'atrocités contre notre peuple. En 2025, la croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie a atteint un niveau record selon l'ONU. Face aux violences et au harcèlement exercés par des colons, près de 700 Palestiniens ont été forcés de quitter leur domicile le mois dernier, selon l'Agence humanitaire des Nations Unies. Un niveau inédit depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Voilà, on va reprendre peut-être les propos de Bezalel Smotrich qui, en annonçant une telle mesure, s'est immédiatement réjoui d'une journée historique pour l'implantation en Judée-Samarie. Le ministre des Finances israélien, figure de l'extrême droite et lui-même colon, utilise le nom biblique de la Cisjordanie. Il s'en félicite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez dans ces propos finalement? Il affirme une procédure qui était déjà en marche, en train de se concrétiser déjà depuis un bout de temps. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que l'extrême droite et la droite, et sans doute beaucoup d'autres, ne veulent pas d'un État palestinien. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est qu'évidemment, ils veulent accélérer tous azimuts la colonisation sans aucun frein, quoi, pour faire comme dit Smotrich, c'est-à-dire en fait faire en sorte que les Israéliens tiennent la terre et que ce soit la terre des Israéliens. C'est ça l'idée majeure. Le problème aujourd'hui, à mon avis, c'est que on parle de l'extrême droite et on pense que c'est l'extrême droite, mais c'est pas seulement l'extrême droite. D'abord, le Likoud soutient ça, et puis plus globalement, il faut bien voir le basculement qu'il y a eu de la société israélienne depuis 20 ans. Il y a 20 ans ou 25 ans, disons juste après l'intifada, c'est-à-dire en 2002-2003, ces années-là, eh bien, il y avait encore une large majorité en tout cas une majorité de la société israélienne qui ne voulait pas de ce type d'action dans une direction qui conduirait à une annexion de ces territoires, et par conséquent, ils ne voulaient pas de cette colonisation à outrance. Or, aujourd'hui, la colonisation à outrance est acceptée. Elle est acceptée pratiquement par tous les leaders politiques, à l'exception peut-être d'un ou deux. Et donc, on a quelque part un soutien de la société à l'égard de ces... Et c'est ça qui est grave. C'est que pardonnez-moi, Jean-Paul Chagnolot, mais c'est une réalité finalement aussi qui s'est inscrite dans le fil du temps. On va peut-être regarder des cartes, parce que quand on parle de Cisjordanie occupée, on a envie de voir quand même l'évolution des cartes, la géographie du terrain. La Cisjordanie, il y a plusieurs décennies, voilà ce qu'elle était, et voilà comment les Israéliens ont grignoté du terrain au fil du temps. Ça s'est inscrit dans la réalité des Israéliens aussi. Il y a deux choses, il y a le terrain et il y a les esprits. Là, je parlais des esprits. Les esprits se sont accoutumés à cette idée qu'on pouvait coloniser à bon droit. Je répète, à l'époque d'Oslo, ça existait, cette colonisation, et Rabin, au fond, la soutenait, mais il y avait tout de même l'idée qu'elle avait des limites. Enfin bref, il y avait quelque chose de différent. Et puis la société, dans les esprits, disons, il y avait une partie à droite, mais il y avait une partie à gauche. Rabin, c'était à gauche. Mais depuis 25 ans, c'est que la droite et l'extrême droite qui sont vraiment sur ces positions très dures, qui consistent à dire pas l'État palestinien et une colonisation à outrance. Ça, c'est pour les esprits. Mais en ce qui concerne la terre, vous savez, il y avait dans Oslo, si on fait un gros plan sur vos cartes, on voit bien qu'il y avait trois zones, A, B et C.
A et B, c'était, disons, l'autonomie palestinienne, entre guillemets, et C, c'était tout ce que Israël pouvait contrôler. Mais dans Oslo, il faut le rappeler d'un mot pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, c'est que tout devait, dans Oslo, se transformer en A, c'est-à-dire que l'autonomie et à terme l'indépendance devaient donc se trouver sur le territoire, c'est-à-dire que c'était provisoire, ABC. Or, cette affaire est devenue un piège. C'est-à-dire qu'en fait, on en est resté là. Et du coup, la plus grande partie de la Cisjordanie, c'est la zone C, c'est-à-dire la zone où les Israéliens font leur colonisation sans limite. Et là, on va accélérer encore. On va aller au-delà de cette zone C. On va intégrer très probablement A et B. C'est-à-dire qu'on est dans une annexion de l'ensemble du territoire. Vous avez raison de dire que c'est une affaire qui s'inscrit dans le territoire depuis longtemps. Et le tournant, ça a été Oslo et le fait que ça soit figé. S'il y avait une dynamique de paix à l'époque, eh bien, on serait dans autre chose. Mais cette dynamique, elle s'est bloquée. Et du coup, on est dans cette sclérose des zones qui fait que depuis maintenant 25 ans, les Israéliens font ce qu'ils veulent en C. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils font aussi ce qu'ils veulent pratiquement en A et B en termes sur beaucoup de plans. Et donc là, mais bon, globalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on n'a pas annoncé l'annexion, parce qu'il y aurait aussitôt un tollé, y compris probablement américain, mais on l'a fait concrètement sur le terrain. Voilà la situation. C'est ça que vous entendez là finalement. Aujourd'hui, on parle d'annexion rampante depuis des années. Là, c'est en train de se concrétiser à marche forcée. Vous savez, il y a deux choses. Ce qui est intéressant, c'est notre discussion. On n'a pas parlé de Gaza. Et on a entendu il y a encore quelques semaines l'idée qu'il y avait un processus de paix à Gaza, ce qui est une escroquerie absolue. Il n'y a pas de processus de paix à Gaza. Il y a aujourd'hui... On dissocie souvent les deux. On parle souvent de Gaza sans parler de la Cisjordanie occupée. Voilà, non, c'est très bien. Mais je veux dire, reprenons les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu un cessez-le-feu, ça c'est important, le 10 octobre 2025. Et ensuite, on a dit qu'il y avait des différentes étapes. On a beaucoup discuté de la deuxième étape. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une partition du territoire de Gaza, avec d'un côté 2 millions de Palestiniens qui sont enfermés dans la partie est et dans la partie ouest de Gaza, qui fait 53 ou 54%, l'armée israélienne est toujours présente. Et à mon avis, elle ne va pas s'en aller comme ça. Donc si on relie les deux, on voit bien que nous sommes dans une situation où il n'y a pas du tout de processus de paix. Un, parce qu'à Gaza, il y a la situation que je décris, et deux, parce qu'en Cisjordanie, il y a une annexion qui s'est accélérée, ou du moins une colonisation qui s'est accélérée pour aller vers l'annexion. Donc on tourne le dos complètement à ce qui pourrait être un chemin politique vers ce qui est la solution. J'aimerais qu'on regarde les chiffres parce qu'on parle d'accélération de la colonisation. On va peut-être regarder aussi les statistiques. Sous l'actuel gouvernement de Benyamin Netanyahou, le nombre de colonies effectivement a explosé. Nombre record de 52 en 2025 selon l'ONG israélienne La Paix maintenant, qui est opposée à la colonisation. Ça, c'est un constat qui est fait. Mais au-delà du nombre effectivement de colonies dites légales au regard du droit israélien, mais elles sont toutes illégales, évidemment, du point de vue du droit international. Il faut penser le nombre de colons. Le chiffre est de 500 000 pour la Cisjordanie, mais il faut rajouter Jérusalem-Est, qui est aussi un territoire occupé du point de vue du droit international. Et si on rajoute Jérusalem-Est, ça nous fait environ 700 000 colons. Il y a 30 ans, il y en avait peut-être une centaine de mille maximum. Et en 1970, il y en avait 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on a vraiment... Et là, on a une population de 700 000 colons pour une population qui est de l'ordre de 3 millions, 3 millions 3. Et là aussi, c'est un chiffre qui tend à se réduire parce que là aussi, les statistiques indiquent un départ, une fuite des Palestiniens de ces terres. Depuis octobre 2023, depuis les attaques du 7 octobre, plus de 3200 Bédouins de Cisjordanie occupée ont été forcés de quitter leur communauté. Selon l'ONU, il y a plus de 60 villages qui ont été rayés de la carte dans un contexte d'extrême violence. Et ça, on en témoigne régulièrement sur notre antenne. Il y a des Palestiniens qui sont tués, des journalistes aussi, pour vouloir raconter ce qui se passe là-bas, avec des colons insaisissables et qui agissent en toute impunité aujourd'hui. Ça aussi, malheureusement, ça a toujours été le cas, l'impunité pour les colons et pour l'armée. Il y a eu depuis le 10 octobre, depuis le 7 octobre 2023, une accélération de tout ça, évidemment. On doit être à environ 1 millier de morts en Cisjordanie depuis 2 ans. Donc, effectivement, on parle des journaux aussi, comment dirais-je, en surplomb des situations de
géopolitique comme le monde parle d'un régime de terreur. Et je crois que c'est la bonne formule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens, où qu'ils soient, sont comme cadenassés chez eux. La société de Cisjordanie est totalement sclérosée par la violence de la répression et de la colonisation. On ne peut plus travailler véritablement en Cisjordanie. Il faut bien voir ça. Et ça concerne plus de 3 millions de personnes. Si on ajoute les 2 millions de Gaza, ça veut dire qu'il y a plus de 5 millions de gens aujourd'hui qui sont vraiment sous une botte d'une puissance occupante, avec aucune perspective. Et ça, c'est grave. Et quand vous parliez de déplacement de population, je rappelle que dans les camps de réfugiés au nord de la Cisjordanie, du côté de Jenin, on a rasé les camps et on a déplacé plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens qui sont quelque part entre Jenin et Ramallah, soit dans la famille, soit nulle part. J'étais à Amman il n'y a pas très longtemps, Amman en Jordanie, avec de la part des Jordaniens la crainte que ces dizaines de milliers de personnes soient expulsées à un moment, dans une condition qui reste à voir, vers la Jordanie. Donc on est dans cette situation d'une très grande tension. Et je le répète, ça ne peut conduire qu'à des violences un peu partout, et Israël se transforme de plus en plus en un système, je répète le mot avec beaucoup de calme, d'apartheid. Quand on institue un système sur le plan juridique, sur le plan politique, de discrimination systématique dans tous les cadres de vie, eh bien ça a un nom. Sur le plan du droit, ça s'appelle de l'apartheid. On aperçoit derrière vous ces images de colons, souvent jeunes, parfois même très jeunes, souvent, bien sûr, qui mènent des opérations contre des villages ou des bases, enfin des lieux de résidence de Bédouins. La violence qui a explosé de 25%, rien qu'en 2025 dans cette région. On va aller retrouver Claire Duhamel qui nous attend et qui est notre correspondante en Israël. Bonjour Claire. Vous êtes aujourd'hui à Nazareth. Vous étiez précisément à Hébron hier. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'Hébron, c'est la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie, où les colons israéliens pourront à l'avenir, en tout cas selon ces nouvelles dispositions, sur mesure acheter à des terres et donc s'installer plus facilement. Bonjour Elisabeth. Oui, vous savez, les Palestiniens, de manière générale, en Cisjordanie occupée, ils disent que ces nouvelles règles, elles correspondent à une annexion de facto de la Cisjordanie, en quelque sorte l'aboutissement d'une politique du fait accompli qui dure depuis des années. Vous le disiez, Hébron, c'est une ville un petit peu particulière en Cisjordanie, puisque c'est la seule de Cisjordanie occupée où des colons habitent dans le centre-ville. Et en ce sens, la vieille ville d'Hébron est en quelque sorte une miniaturisation de la Cisjordanie occupée, avec des checkpoints, avec des soldats présents en permanence dans la vieille ville, des rues où les Palestiniens résidant de Hébron ne peuvent plus accéder. J'étais hier donc dans cette ville d'Hébron et les Palestiniens me disaient qu'ils ont vu depuis des années, et en particulier depuis le 7 octobre, que la violence des colons à leur encontre s'est largement aggravée, et qu'en ce sens, eh bien, ces nouvelles règles qui ont été annoncées par le Conseil de sécurité israélien dimanche soir, eh bien, il leur fait craindre que leur quotidien n'empire encore en Cisjordanie occupée. Comment réagissent les Israéliens à tout cela, Claire? On parle beaucoup de la réaction palestinienne, et les Israéliens? Eh bien, ce projet d'annexion de la Cisjordanie, il est dit clairement et énoncé depuis aussi des années par la droite et l'extrême droite israélienne. En ce sens, pas de réelle nouveauté avec ces nouvelles règles édictées dimanche dernier. Mais dans les déclarations de certains ministres d'extrême droite, le projet est énoncé clairement. Bezalel Smotrich qui dit dimanche: nous approfondissons nos racines dans toutes les régions de la terre d'Israël et enterrons l'idée d'un État palestinien. À l'échelle plus locale, également des réactions de groupes de colons, notamment d'un conseil régional de colons qui dit, je cite, que ce sont les décisions les plus importantes prises par l'État d'Israël depuis son retour en Judée-Samarie il y a 58 ans. Judée-Samarie, c'est le nom qu'utilisent les colons israéliens pour désigner la Cisjordanie occupée. Chez les Israéliens modérés, eh bien, il y a quelques associations des droits de l'homme qui condamnent ces nouvelles règles et qui alertent depuis des années aussi sur les projets expansionnistes et annexionnistes du gouvernement israélien. Mais à l'échelle globale, à l'échelle de la population, eh bien, la majorité des Israéliens ne sont pas très actifs sur cette question de la Cisjordanie occupée. Il n'y a pas de grandes manifestations, par exemple, et tout le monde sait aussi ici qu'il y a un enjeu électoral très important pour Benyamin Netanyahou. D'ici la fin de l'année, il devrait y avoir des élections en Israël, et en annonçant ces nouvelles mesures, eh bien, il parle à son aile la plus à droite et à l'extrême droite qui est présent au gouvernement.
Merci beaucoup Claire, en direct donc de Nazareth. Jean-Paul Chagnolous, je vais oser prononcer le mot, le projet d'un État palestinien. Il s'est éloigné encore un peu plus, il était déjà très lointain. Oui, juste encore un mot sur les... On parlait des colons, juste un mot. Vous évoquiez les jeunes. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie. Quand nous étions dans les années 80-90, c'est des personnes qui venaient s'installer dans les colonies. Mais depuis, il s'est passé 25 ou 30 ans, il y a des gens qui sont nés dans les colonies. Et beaucoup des jeunes dont vous parlez, ils sont nés dans les colonies. Ce sont leurs terres à eux. Donc ils se sentent encore davantage chez eux puisqu'ils sont nés là. Donc c'est un élément très important. Maintenant, par rapport à ce que vous évoquez sur l'État palestinien, je crois qu'il faut bien voir deux choses qui sont très liées. On dit on ne veut pas l'État palestinien. Mais ce que j'aimerais entendre, vraiment, ils le disent, les autorités israéliennes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc ils ne veulent pas État palestinien, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent, mais ils ne le disent pas, un État du Jourdain à la Méditerranée sur lequel Israël aura la maîtrise absolue. Ils le disent à demi-mot quand ils évoquent leur projet Iwan et quand on s'y intéresse concrètement, le mot que j'allais utiliser, on s'en cache pas vraiment. Mais ce que je voulais en venir à un mot beaucoup plus violent dans notre imaginaire, pour de bonnes raisons, c'est qu'ils veulent un État d'apartheid. Et je n'ai pas habituellement l'utilisation de... Je n'utilise pas les mots n'importe comment. Si je dis ça, c'est parce que c'est ça. Ils veulent ça. Ils veulent un système dans lequel il y aura des sous, comme j'évoquais tout à l'heure, sous-citoyens, même pas citoyens. Des gens qui seront sur place, sur les territoires, il y en a 5 millions, et qui n'auront strictement aucun droit, même les plus élémentaires, c'est-à-dire ceux de voyager, de se déplacer, et il n'est même pas question de pouvoir travailler, puisque pour les raisons que j'ai évoquées, c'est impossible. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer. Donc c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Le problème, et un mot encore, c'est que on est dans une période de l'évolution des relations internationales où il y a tellement de choses terribles, c'est que ça s'inscrit dans ces choses terribles. Je pense à l'Ukraine, je pense à ce qui se passe avec Trump et puis sa volonté de prendre le Groenland, le Canada, le Venezuela, etc. Et on est vraiment comme ça dans un monde où finalement le droit international est complètement à imploser, ou est en train d'imploser. Ça provoque une surenchère et ça peut-être pousse les Israéliens à aller encore un peu plus loin. Ils sont moins susceptibles d'être critiqués puisque ça se passe ailleurs. Il y a une espèce d'accoutumance gravissime, je crois, à tout cela, et on va vers quelque chose de très violent. Il n'y a aucun projet politique qui conduirait à ce qu'il y ait un compromis entre Israéliens et Palestiniens. Ça paraît complètement utopique aujourd'hui, alors que ça serait absolument nécessaire. Si je suis ce que vous dites, Jean-Paul Chagnolous, Donald Trump a une part de responsabilité aujourd'hui dans tout ça. Mais qui, aujourd'hui... Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de processus de paix. Mais on a plus que ça. On a aujourd'hui un système qui ressemble beaucoup au mandat britannique de 1922 sur la Palestine, une tutelle américaine sur Gaza. Qui est responsable du Conseil de la paix ? Trump. Qui est responsable du comité exécutif ? Marco Rubio et puis Kushner, des Américains. Qui est patron de la force internationale de stabilisation si elle arrive ? Des Américains, etc. Donc on a une tutelle américaine. Et donc, c'est eux qui sont supposés, évidemment en concertation avec l'Israélien, c'est eux qui sont supposés façonner l'avenir du territoire. Je ne sais pas si vous voyez, donc on en est là aujourd'hui. Donc c'est gravissime, et malheureusement, les Européens ont été très largement marginalisés, y compris ceux qui avaient une activité forte comme la France, par exemple. Vous parlez de la timide réaction des Européens ces dernières heures. Il y a aussi les pays arabes qui ont réagi dans les premiers. Parlons peut-être des Américains. Communiqué lapidaire dans lequel la Maison-Blanche répète qu'elle ne permettra pas à Israël d'annexer le territoire palestinien. C'est le strict minimum, ça. Oui, c'est le SMIC en l'occurrence, mais je pense que c'est pas le tout de le dire. C'est très hypocrite. Il faudrait prendre des mesures. Et c'est ça, on en vient à un point central, c'est que tout ce qui se passe aussi bien à Gaza que ce qui se passe en Cisjordanie n'appelle pas des sanctions, n'appelle pas de mesures fortes. Certainement pas des Américains, ça m'étonnerait, mais pas davantage des Européens. Et par conséquent, ce gouvernement Netanyahou, avec Smotrich et les autres, eh bien, peut continuer son chemin avec simplement ici ou là quelques déclarations qui vont critiquer ou condamner, mais qui en rien ne pourront les gêner. C'est ça la réalité de la situation géopolitique aujourd'hui. Trump et Netanyahou vont se voir demain à la Maison-Blanche. Ce sera la sixième fois qu'ils se rencontrent aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump à Washington. Il y a un an seulement, ils se voient beaucoup. Est-ce que vous pensez que le sujet va vraiment être évoqué ? On dit qu'il en sera sûrement question. Vous savez, le sujet majeur qui sera probablement évoqué, c'est évidemment la question de l'Iran.
pour Netanyahou, l'ennemi majeur, c'est évidemment l'Iran. Très déçus les Israéliens de la tournure que les événements sont en train de prendre là dans le Golfe Persique. Ils espèrent j'ai encore lu des articles dans la presse israélienne où certains disent c'est le moment ou jamais d'en finir avec le régime. On ne semble pas en prendre la direction, on est en train de négocier là. Oui, bien sûr, mais c'est ce que souhaitent beaucoup de responsables israéliens. Ils estiment que le moment est venu. Donc c'est ça qui va être, à mon avis, le débat le plus important, la question de l'Iran aujourd'hui, avec tout ce que ça implique sur le nucléaire, sur les missiles. Et donc, en ce qui concerne ce qui se passe en Cisjordanie, je serais très étonné qu'il y ait un désaveu fort de la part de Trump à l'égard de Netanyahou. Nous verrons bien, je me trompe peut-être. Qu'est-ce qu'on peut espérer qu'il se passe, qu'il se produise On parlera tout à l'heure demain du terminal de Rafah qui a rouvert il y a une semaine maintenant. Pour quel résultat là aussi il y avait eu les annonces. Et puis dans le concret, il y a une poignée de Palestiniens qui ont pu franchir cette frontière entre l'Égypte et le territoire palestinien. Il y a deux choses. D'abord, il y a très très peu de gens. Le chiffre que j'ai en tête depuis quelques jours, c'est 150, c'est-à-dire rien du tout par rapport, par exemple, aux 20 000 blessés qui devraient être soignés rapidement. Et puis d'autre part, ce sont des personnes qui peuvent passer dans des conditions extrêmement limitées, mais pas les biens. Pas les camions chargés de nourriture, ça reste fermé, ça. Et ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure. Si vous rajoutez à cet élément-là l'idée que les ONG, d'ici la fin du mois, comme MSF ne pourront plus travailler en territoire à Gaza, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on instrumentalise l'aide alimentaire, l'aide humanitaire. C'est ce qu'a fait Israël à plusieurs reprises pendant cette guerre. Et là, c'est en train de s'institutionnaliser. C'est pour ça que quand j'entends dire qu'il y a un processus de paix à Gaza, je suis quelque peu, on va dire, très critique, parce que c'est faux, c'est absolument faux. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollo d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Restez avec nous, on va évidemment revenir à ce titre dans notre prochaine édition. Paris Direct se poursuit avec le journal. À tout de suite.